Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Effectivement, c'est un terme utilisé et surutilisé de nos jours. C'est assez important. J'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'il est vraiment surutilisé. Le but, ce sera vraiment d'aller voir dans le domaine du bien-être comment ça s'applique. Je vais vous partager beaucoup d'expériences dans ma vie par rapport à ce syndrome, car j'ai réussi à s'en libérer. Après, on ne s'en libère pas forcément entièrement. Donc, je vais vous partager mes expériences de vie, anecdotes, etc. Et à la fin aussi, vous partager quelques conseils comme d'habitude, rester dans l'action, dans le concret. Donc voilà, je suis très content d'être là, partager avec le cœur comme d'habitude. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet, de cette communauté qui a bientôt 4000 membres. Donc ça, c'est vraiment super. Merci encore pour les personnes qui cliquent sur le bouton inviter et invitent leurs amis thérapeutes pour rejoindre cette communauté qui fleurit de plus en plus vite. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment simple à faire. Si vous pensez que mes conseils peuvent créer des prises de conscience, peuvent apporter de la valeur à certaines personnes, alors je vous encourage juste à cliquer sur inviter vos amis thérapeutes pour nous rejoindre. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est clairement le fait de ne pas forcément s'attribuer sa réussite. Quand on se dit souvent, bon, bah, j'ai eu de la chance, ou bien, oh, il y a eu peut-être une erreur par rapport à ça. Quand on se sent surestimé par son entourage, les gens nous disent, waouh, c'était trop bien, ou bien même un client, un patient qui nous dit, waouh, merci, c'était vraiment fantastique, ce soin énergétique. Vous m'avez vraiment transporté, etc. Et puis qu'on se sent presque mal à l'aise et on ne sait pas quoi dire de ces personnes qui nous parlent et puis dire, bon, ben, non, non, c'est normal. On dit, c'est normal, ça va de soi, etc. Et déjà là, on est presque sur un syndrome de l'imposteur parce qu'on ne s'attribue pas sa réussite, le succès ou bien la chose qu'on a créée, la valeur qu'on a créée pour autrui. Et donc, on se sent surestimé par son entourage. Et ça, je pense que ça arrive vraiment souvent, peu importe si vous avez mis 6, 7, 8 sur une échelle de 1 à 10 par rapport à votre confiance, il y a toujours cette petite voix interne qui vient nous rappeler à l'ordre sur oui, tu n'es pas forcément à ta place ou bien tu es vraiment sûr que tu as ces compétences, pourquoi moi? Ça arrive chez de très nombreuses clientes que j'accompagne. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi la personne vient vers moi? Je ne comprends pas. Et ça vient bien entendu se renforcer par l'entourage qui émet des doutes. Et ce sera aussi un des conseils plus tard. Mais c'est assez intéressant, la vision qu'on a de soi-même. Et je souhaiterais aussi savoir aussi dans l'audience, est-ce que vous avez ces petites voix intérieures ou quelles voix, quels mots ces petites voix ou cette intériorité utilisent pour vous faire douter et réveiller en vous ce syndrome, en fin de compte? Est-ce que c'est le fait d'être surestimé par son entourage? Est-ce que c'est le fait, ah, j'ai eu de la chance ici, de dire que c'est normal ce que vous avez attribué à un client ou bien un geste que vous avez fait, etc. C'est aussi lié au fait à la peur d'être démasqué parce qu'on croit qu'on tient un masque. Ce qui est très intéressant, c'est que ça se manifeste aussi dans plusieurs cercles ou bien aspects de la vie. Donc, ça peut être au niveau professionnel, bien entendu, en tant que thérapeute, praticienne, praticien, ou bien même dans le milieu du salariat, si c'est le cas encore pour vous et que vous souhaitez vous lancer. Bah, ici, on ne se sent pas à la hauteur ou bien on doute énormément sur les petites voix internes que j'ai mentionnées avant. Autrement, au niveau familial, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne mère? Au niveau relationnel, amical, est-ce que je suis vraiment une bonne amie? Est-ce que ce qu'elle me dit ici, c'est vraiment ce que je suis ou ce que je mérite? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de ses attentes d'être la bonne amie qu'elle souhaite avoir ou qu'elle pense avoir? Typiquement aussi le relationnel, donc dans le couple, par exemple, on est beaucoup plus à communiquer ses défauts ou bien quand on pense ne pas être à la hauteur par rapport à son conjoint ou sa conjointe, ce genre de choses. Donc, on voit que c'est pas forcément au niveau professionnel. On a tendance à penser que c'est vraiment du professionnel dû au fait que la réussite et le succès, c'est souvent lié à l'aspect professionnel. Mais en fin de compte, ce syndrome, il est présent sur plusieurs aspects de la vie. Et
ici également, c'est très intéressant. Il faut aussi s'en rendre compte pour vraiment identifier si on est, bon, on peut dire victime de ce syndrome de l'imposteur, c'est d'identifier ça sur tous les aspects de sa vie. Parce que généralement, il ne se manifeste pas tout seul ou tout simplement dans un aspect, par exemple le professionnel par rapport à votre vie de thérapeute, praticienne ou praticien, mais également dans d'autres choses. Et ça, c'est aussi une possibilité d'identifier si c'est le cas pour vous ou pas. Je vais vous parler du coup de comment, en tout cas pour moi personnellement, ça s'est manifesté dans ma vie. Il y a une première chose ou un premier aspect, une première façon dont le syndrome de l'imposteur apparaît, et c'est sous le phénomène qu'on appelle la procrastination. Donc, si vous procrastinez aujourd'hui, il y a une chance peut-être que c'est aussi dû au fait de se sentir illégitime ou bien imposteur dans certaines mesures. Après, ce n'est pas si alarmant que ça, il faut juste voir si c'est le cas ou pas. Et donc, mon histoire, je pense que ça peut vous parler. En fait, l'humain, il a bien tendance à éviter l'inconfort, comme on le sait, on reste dans sa zone de confort et c'est super. Quand on a une tâche, c'est clairement lié en fait à quelque chose d'inconfortable. Et en fait, pour moi, le moment de ma vie où c'était vraiment comme ça, c'était juste avant l'université. Ici, j'étais vraiment dans cette procrastination, mais dans cette procrastination dans le sens où chaque tâche, tâche imposée, bien entendu, dans un statut d'hiérarchie enseignant-élève, était vraiment une tâche d'inconfort. Dans ce moment-là, en tout cas de vie, de ma vie, c'était vraiment de repousser les choses, mais toutes les choses, jusqu'au dernier délai. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive de vraiment avoir un délai, vraiment repousser jusqu'au bout et puis vous prenez à la dernière minute. On va voir le deuxième aspect, comment le syndrome de l'imposteur se manifeste. Mais ici, il y a également ça parce qu'en fait, inconfort et du coup, on n'ose pas faire cette tâche et c'est tellement inconfortable que on la repousse jusqu'au bout. On n'a pas forcément envie de s'attribuer cette tâche parce qu'on pense qu'on va aussi ne pas réussir. Et donc, c'est vraiment inconfortable, cette pensée qu'en faisant cette tâche, en implémentant cette action, en se lançant dans ce projet, on ne va pas forcément réussir. Et donc, du coup, on attend et on attend énormément jusqu'au jour. Et là, il y a deux scénarios. C'est jusqu'au jour où on a le délai. Et là, on met tout ce qu'on peut pour réussir juste avant le délai. Et du coup, après, on réussit quand même parce qu'on a quand même les compétences. Et on se dit, waouh, c'était de la chance, j'ai dû bosser un max, j'ai vraiment eu de la chance, je n'ai pas mis beaucoup d'heures et donc j'ai réussi à cause de la chance. Et le deuxième scénario, on arrive proche du délai, on abandonne et on rentre dans un mécanisme d'auto-sabotage. Et on se dit, waouh, de toute façon, moi je le savais que je n'allais pas réussir et on échoue. Et on dit, c'est ce que je pensais, je ne pouvais pas réussir, etc. Mais c'est vraiment dû au phénomène qu'on se met dans ce système d'auto-sabotage et qui nous pousse jusqu'à l'échec. Pour mon histoire personnelle, c'est clairement mes études échouées parce que j'attendais toujours jusqu'au dernier délai pour rendre des choses ou bien pour me préparer un examen. Du coup, refaire des années, bien entendu, lors de cet enseignement et de ces choses. Et c'est tout à fait OK. Maintenant que je peux prendre de la distance, c'était vraiment dû au fait que je n'osais pas prendre la tâche parce que j'avais peur de réussir et en fait me sentir par la suite illégitime. Et dans le phénomène de se lancer en activité bien-être, faisons un lien. Donc, ça se passe par rapport à plusieurs façons, mais c'est souvent quand on est en transition professionnelle. Donc, on a ce projet bien-être, ce projet mieux-être qui nous parle, qui est à l'intérieur de nous. Notre cœur résonne avec ça, vibre énormément. Et donc, là, on rentre aussi dans ce phénomène d'auto-sabotage. Ça, c'est avant le lancement où on se dit, oui, mais je ne vais pas réussir, etc. Et donc, on freine, on prend des années ou même on arrive après même au chômage, on arrive à le pôle emploi ou bien des subventions, etc. Et on freine parce qu'on a peur de se lancer, on croit qu'on ne va pas réussir, etc. Tout ça pour valider, je savais de toute façon mon projet,
il n'allait pas voir le jour et j'y suis pas arrivé, etc. Tout ça pour ne pas porter ce fardeau, cette réussite qu'on pense ne pas s'attribuer ou bien valoir. Ici, ça, c'est avant lancement et après, il y a pendant le lancement. Donc ça, c'est un peu dommage également, c'est qu'on n'y croit pas forcément à fond, à 100%, comme la chose qui va réussir de toute façon, parce qu'on a peur de réussir, justement, ou la peur d'être démasqué, de ne pas être légitime, ou que des gens nous attribuent leur confiance. Et donc, on ralentit des choses, ou bien on se fatigue sur des choses qui ne fonctionnent pas pour valider on n'était pas fait pour ça, et puis que du coup, on peut renoncer à nos rêves. Et donc ça, c'est très dommage, je le perçois énormément. Je pense que ça va parler à certaines personnes, mais en fin de compte, cette stratégie des doigts croisés qu'on emploie quand on se lance et qu'on ne sait pas forcément les actions à mettre en place pour arriver plus vite vers ses rêves, c'est aussi un mécanisme d'auto-sabotage peut-être. C'est ce qui cache, pas tout le temps, mais en tout cas, dans la plupart des cas, ce qu'on voit, le fait de ne pas forcément aussi s'investir en temps, argent ou effort, d'investir en son projet, c'est aussi se dire non et rentrer aussi dans un mécanisme d'auto-sabotage dans le sens où j'essayerai par moi-même, etc. Et je ne crois pas forcément 100% en mon projet et donc je n'investis pas forcément 100% non plus. Tout ça pour valider qu'en fin de compte, j'avais raison initialement de ne pas y croire et que je ne méritais pas forcément ce succès, cette réussite et que c'était juste un rêve et que tout le monde qui m'avait dit que de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas les capacités, c'est juste un hobby, c'est juste un loisir. Et bien comme ça, on leur donne la validation, ils ont raison. Et tout le monde est plus ou moins heureux, mais dans de la tristesse parce qu'on ne s'est pas donné les moyens, mais on s'est juste mis dans un phénomène d'auto-sabotage. Ce qui est arrivé, en tout cas pour ma part, c'est que j'ai échoué mes études, j'ai dû refaire plusieurs années et j'ai finalement réussi, bien entendu, tout en gardant cette procrastination. Et par contre, j'ai mis une croix sur le parcours universitaire à ce moment-là. Je me suis dit, les études, ce n'est pas du tout pour moi. Je suis un procrastinateur, je vais faire autre chose de ma vie. Donc voilà, j'ai échoué, j'ai refait des années, donc ce n'est pas pour moi, je vais me lancer dans le salariat. Et j'ai bossé pour une grande boîte multinationale, pas si intéressante que ça, tellement pas intéressante que ça a forgé en moi cette envie d'apprendre, de me développer personnellement, donc développement personnel, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'étais vraiment dans une impasse dans ce job, que j'ai vraiment, vraiment changé ma perception grâce à un développement personnel. Et j'ai eu cette croyance, en tout cas, à un moment, c'est que pour réussir, il fallait quand même mettre beaucoup d'heures et beaucoup d'efforts. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce que je pense aujourd'hui et je ne dis pas que c'est juste. Par contre, j'étais clairement dans ce schéma-là de réussite. Et donc, ma vision de la réussite, ma vision du chemin vers cette réussite avait changé. Et donc, je me suis mis sur cette deuxième manifestation du syndrome de l'imposteur, qui est en fait le travail frénétique. C'est très clair et je vais partager ce moment de ma vie où j'y suis arrivé. Ça a commencé par rapport à les études universitaires où je faisais beaucoup d'heures. Première entrée dans le salariat vraiment ennuyante. Plein de réalisations sur la meilleure façon de réussir, c'est de se développer, mettre beaucoup d'heures. Et ensuite, OK, il faut mettre beaucoup d'heures. Je vais à l'université. Je fais l'université et là, vraiment, beaucoup de pression et donc beaucoup d'heures. Et ensuite, entrer dans l'élitisme au niveau salariat, donc un super poste d'auditeur financier dans les 4 plus grandes boîtes. Mais franchement, aujourd'hui, c'était le pire épisode de ma vie, je dirais, parce qu'en fait, j'étais dans ce schéma-là du syndrome de l'imposteur. En fait, je ne mérite pas ma place. Et pour compenser le fait que j'avais ce masque, que j'avais réussi l'uni et que j'avais réussi à rentrer dans cette boîte élitiste, en fait, la seule façon de compenser et d'être à l'aise avec mon masque, c'était d'aligner les heures. Donc, les 18 heures par jour, tout ça. Je me rappelle toujours quand je réussis l'entretien pour rentrer dans cette boîte ultra sélective et ultra élitiste, je suis arrivé vers ma mère et je lui ai dit non, mais ils se sont complètement trompés parce que j'avais déjà réussi, que j'étais pris pour ce chemin de vie. Non, mais j'y crois pas. Ils ont vraiment cru que j'étais
compétent, que j'avais les compétences pour faire ce job. J'ai bien joué mon rôle, etc. Dans l'interview, je pense que la RH, ressources humaines, ouais, j'ai passé entre les filets, j'ai vraiment réussi à répondre à leurs questions alors que j'y connaissais rien et je ne me suis pas du tout attribué ce succès. Je penserai toujours à ça le jour où j'ai répondu, où j'ai reçu la réponse, oui, vous êtes pris, etc. C'est que je ne me suis pas du tout attribué ça et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce masque, d'avoir passé les tests de sélection pour arriver à ce job qui, bien entendu, ne me convenait pas, qui était aussi un masque parce que j'avais le reflet, l'illusion d'une réussite qui n'est pas forcément la bonne vision de ce que c'est le succès ou la réussite. Et donc ici aussi, un désalignement entre ma mission de vie, mission d'âme, ce que je suis venu faire ici et les heures que je mettais. Donc des 18 heures, du stress, de la comparaison aux autres, ah, lui, il arrive mieux, etc. Et donc, j'avais ce masque et je compensais avec les heures. Et du coup, compenser avec les heures pour vraiment dire, ah non, mais je mérite, etc. Ou je suis là, je suis la même chose que les autres, j'ai le même niveau de réussite. Et en fait, je me jugeais intérieurement. Alors, ça m'a conduit directement au burn-out. Donc, syndrome de l'imposteur qui nous fait surtravailler parce qu'on croit qu'on a un masque, qu'on n'a pas, on n'est pas légitime pour cette réussite. On met les heures comme jamais et on met trop d'heures, on se fatigue, la machine est cassée à un moment. Clairement, ce schéma-là, j'ai fait vraiment l'histoire de la procrastination et de l'auto-sabotage et l'histoire du surtravail. C'est vraiment un cycle horrible, tout ça, ce travail frénétique, les heures, etc. Parce qu'en fait, on est constamment submergé par cette peur d'être démasqué ou de ne jamais être à la hauteur. Et on se fatigue vraiment, vraiment. Donc, c'est très intéressant aussi ça au niveau de l'entrepreneuriat, le surtravail ou la procrastination. Comment ces deux aspects, ces deux manifestations qui peuvent être un synonyme du syndrome de l'imposteur, agissent sur le lancement de votre activité bien-être ou mieux-être, sur la réalisation de vos rêves, ce métier de vivre, de ce métier passion ou pas. Peut-être que de se libérer de ce syndrome de l'imposteur, ça vous soulagera sur la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, ou bien un lancement en toute douceur parce que vous n'êtes pas dans les deux extrémités qui est la procrastination et le surtravail. Donc, la manifestation de ce syndrome. Donc, je vais vous donner 2-3 choses, en tout cas, éléments qui m'ont permis de prendre conscience et avoir des déclics. Comment moi, je m'en suis libéré. L'étape numéro 1 qui m'a permis de débloquer tout ça, c'est vraiment la prise de conscience. Et en fait, ça, c'était intéressant parce qu'une personne avec qui j'avais parlé, et que je ne connaissais pas du tout ce syndrome de l'imposteur et qui m'a permis justement de l'identifier et mettre un nom sur ce syndrome, c'est qu'elle m'a dit une chose, c'est est-ce que tu t'es déjà posé la question si un vrai imposteur, il se pose la question d'être quelque chose qui n'est pas. Et ça m'a marqué quand même. C'est est-ce que l'imposteur, il est en train de se dire j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être démasqué ou je ne mérite pas ce que je suis en train de faire, etc. Est-ce que le vrai imposteur se pose ces questions-là? Est-ce qu'il est dans ses peurs ou pas? Ça, c'est ma première prise de conscience. C'est en fait de remarquer que le vrai imposteur, il est dans des énergies de supériorité, de puissance, de fraude, de pouvoir sur les autres, sur les choses. La majorité, voire la totalité des personnes qui sont atteintes de syndrome de l'imposteur et qui sentent illégitimes, c'est souvent pas du tout dans ce rapport de supériorité, de puissance, de fraude. C'est vraiment dans d'autres énergies et sans intention. Le vrai imposteur, il a une intention. Et en fait, celui qui croit qu'il est illégitime, il n'a aucune intention derrière. Il est plus dans des énergies d'infériorité, de sentiments d'échec, dans des stratégies d'échec et dans le sentiment de tromper certaines personnes. Et donc, il est vraiment coupable ou victime de ce piège qui se crée autour de lui. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je crois que c'est vraiment la chose où je me suis dit, mais en fait, cette personne-là qui est en train de me dire, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si un vrai imposteur se posait les mêmes questions que vous ou bien
s'il se posait les questions justement, il a peur d'être quelque chose qui n'est pas. Et franchement, ça, c'était vraiment la première étape et la première phase, la prise de conscience que j'ai eue, qui a permis de mettre le doigt sur un, syndrome de l'imposteur, et deux, waouh, en fait, c'était juste mon piège à moi. Donc, une fois qu'on a trouvé qu'on était dans un piège, ben, plus qu'à trouver la clé pour en sortir, bien entendu. Par contre, si on ne sait pas qu'on est dans un piège, on ne cherche pas de clé. On reste dans le piège, donc ce n'est pas évident. Vraiment, si aujourd'hui vous sentez illégitime et que vous êtes reconnu sur ce que j'ai partagé, posez-vous cette question assez importante sur le vrai imposteur, comment lui, il gère les choses. Et la deuxième phase, c'est plus un travail sur soi-même, des actions qu'on met. Et donc, ça, c'est un travail, bien entendu, d'une vie. Comme on disait avant, on continue. On est dans une évolution perpétuelle et continuelle. Ce que j'appelle souvent, c'est la politique des petits pas. Et ça rassure généralement. Au lieu d'être dans des extrêmes et se dire et prendre des responsabilités ou mettre des tâches trop grandes, que vous soyez dans du surtravail ou bien la procrastination, bah, c'est de faire des choses petit à petit, toujours fragmenter des petits éléments pour que la tâche soit de plus en facile et que vous puissiez les réaliser sans avoir un aspect d'inconfort qui est trop grand et sans devoir mettre des heures alignées pour devoir arriver à son succès. Voilà, des petits succès, la politique des petits pas. Et ça, je l'ai instauré clairement dans mon quotidien. Je fragmente, je divise des grosses responsabilités en petites tâches que je fais petit à petit. Et voilà, on est de plus en plus à l'aise avec des choses. C'est comme généralement comme ça. Voilà. Donc, la politique des petits pas, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer au quotidien. Troisième, c'est en fait le livre de gratitude, le cahier de gratitude. Et en fait, ici, c'est assez cool. Et si vous êtes déjà lancé ou pas, ce que je conseille aux personnes, en tout cas que j'accompagne, c'est de faire un dossier sur votre ordinateur ou bien d'avoir ça sur votre téléphone. Un dossier Smile, c'est un dossier sourire sur votre ordinateur, partons de cet exemple, où vous prenez des captures d'écran de belles paroles qu'on vous a énoncées, en fait, pour vraiment flatter aussi cet ego et revenir sur des belles énergies, sur cette légitimité qu'on a tendance à oublier parce qu'on se sous-estime. Et en fait, moi, j'ai clairement ça sur mon ordinateur. Quand il y a des bas ou des hauts, mais généralement, quand c'est en bas, bah, j'ouvre ce dossier, ce fichier, quand il y a des doutes ou autres, et je relis certains témoignages, certaines paroles d'amour, certaines choses comme ça, pour minimiser ce doute, cette incertitude ou bien cette illégitimité qui pourrait pointer le bout de son nez. Donc ça, c'est aussi une action super cool à faire. Mettez quelque chose en action, en tout cas, si vous êtes reconnu par rapport à ce que je racontais. Quatrième chose, c'est de bien s'entourer. C'est les proches, l'entourage qui nous font douter. Quand notre entourage croit qu'on a un masque, c'est pas évident non plus. Donc, tout ce qu'on disait avant, est-ce que tu vas vraiment être à la hauteur? Est-ce que tu seras capable, etc. Bah, ça nous fait douter et c'est pas évident. C'est pas du tout évident et donc il faut essayer de s'entourer de personnes qui sont sur la même vibration et les mêmes ambitions, les mêmes encouragements, les mêmes rêves, les mêmes aussi projets parfois, parce qu'on a aussi tendance à revenir dans cette illégitimité quand son entourage nous répète que ça ne joue pas ou bien qui nous fait douter. Donc ça, c'est important au niveau des amis ou bien se mettre dans une bulle. De nos jours, c'est très facile de rejoindre une communauté qui sont alignés à ce qu'on fait. C'est le cas de la méthode Agenda Complet, par exemple, dans l'accompagnement, mais aussi dans ce groupe public gratuit où je pense que tout le monde est bienveillant, plein d'amour et plein d'éthique et de morale. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Finalement, le travail d'une vie, c'est aussi de développer son estime de soi parce qu'en fin de compte, plus on a l'habitude de s'aimer, s'accorder de la valeur, de cultiver cette sécurité intérieure, moins on aura besoin de se valider à l'extérieur et moins on aura tendance à se croire illégitime. Et donc ça vient avec beaucoup de choses, mais en tout cas avec beaucoup de gratitude pour réaliser en fin de compte ce qu'on a aujourd'hui et comment on peut être fier de soi et comment on doit s'aimer, etc. Ça aide énormément de retourner dans cette vision, cette perspective qu'on est illégitime
Et donc ça, c'est un travail peut-être d'une vie, mais des choses très importantes, c'est en fin de compte de s'aimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au lieu de se sacrifier non-stop, ben voilà, on se retrouve sa propre valeur et on s'aime. Généralement, si on s'aime, on ne se sent pas illégitime. Voilà. En tout cas, beaucoup moins. C'était un plaisir de partager ça avec vous. De plus en plus de personnes, en tout cas, nous rejoignent dans l'accompagnement de groupe. Vous voyez fréquemment les félicitations, célébrations des personnes qui nous rejoignent, parce qu'on est aussi dans la gratitude. Et quand on investit dans son projet aussi, c'est une belle conclusion, on croit en ses rêves et le syndrome aussi de l'imposteur diminue juste en s'attribuant cette valeur et cette énergie aussi de l'argent qui nous pousse vers un palier beaucoup plus haut et qui enlève ce plafond de verre intérieur qui ne nous permet pas d'intérioriser notre réussite. Je vous propose de rester sur cette phrase. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé ça avec vous et je vous retrouve très vite dans le groupe par Messenger très prochainement. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite. Ciao, ciao.